c'est mon mec. Ah, t'as un mec? Bah ouais, tu voulais me pécho quoi? Me rendant au cinéma en ce début d'année 2014, quelle fut ma déception après être allé voir Les Trois Frères le Retour, au Grand Rex, en avant-première, je vous avais déjà raconté cette histoire, et qui plus est au cœur de l'hiver, la saison que je déteste le plus, et dans la grisaille parisienne. C'était quelques semaines avant mon déménagement dans le sud, et j'avais décidé de voir un maximum de films afin de me sortir de ma déprime hivernale. C'est lors du visionnage du triste remake de Robocop, qui au passage m'avait beaucoup ennuyé, que j'ai eu la surprise de découvrir quasiment coup pour coup deux bandes annonces prometteuses pour deux films qui allaient sortir en avril, le même jour, le 16, c'était Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et Babysitting. 10 minutes de retard, on est au moins sûr d'une chose, c'est pas un chinois. Hein. Un gros mercredi en perspective. Les deux bandes annonces étaient pourtant très différentes l'une de l'autre. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu était très généreuse, sur une musique entraînante, annonçant le retour de Christian Clavier au premier plan dans un style de rôle dans lequel il excellait. Et de l'autre côté, une bande annonce qui allait plus à l'économie. Oui, bonjour, je viens pour le babysitting. Voici donc ici le salon. Le matin, Rémi prend du Nesquik, de la brioche et du Nutella. Ça va, Rémi? À l'image du film. Une bande-annonce qui en montre peu, juste ce qu'il faut, qui ne montre que la face normale du film, et non pas l'immense surprise que l'on découvre une fois en salle, à savoir le found footage. Je vais devoir répéter ce mot-là plusieurs fois, mais je déteste ça parce que j'y arrive pas. Found footage. Pas mal. Ce teaser était vraiment prometteur, mais le point commun entre les deux, mis à part que les deux étaient très tentants, c'est qu'on avait vraiment la présence de deux immenses anciens. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude? On est dans le noir complètement. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Désolé, Rémi. Enfin, ancien, on va dire, acteur confirmé, pour pas les vexer au cas où Gérard Jugnot ou Christian Clavier regarderait cette vidéo, sait-on jamais. Et ils étaient entourés de visages que personnellement je ne connaissais pas. Harry Habitant, Mehdi Sadoun, Elodie Fontan, qui faisaient pourtant partie de la bande à Fifi. À se demander si elle s'était pas plantée de plateau, si elle s'était pas trompée de film, parce que pour le coup, je vois pas pourquoi dans le premier film de Philippe Lachaud, en tant que réalisateur, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dedans. Ce serait intéressant de le savoir. Franchement, je crois pas que ce soit grand-chose, hein. Et les films passages et témoins entre plusieurs générations, moi, j'adore ça. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV. Aujourd'hui, c'est vous qui avez fait le programme dans la communauté de Nienko TV. Vous avez choisi dans le sondage à ce qu'on parle de babysitting. Du coup, je vous suis, c'est le sujet du jour, babysitting, de Philippe Lachaud et Nicolas Benamou. On est parti. Parler de babysitting, c'est parler de la bande à Fifi, et son origine date de 2005, dans le Grand Journal sous la direction de Michel Denisot. Philippe Lachaud, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Ariti, et d'autres qu'on ne reverra pas dans ce que j'appellerais la bande à Fifi version définitive. Un peu comme le début des Inconnus, qui, je le rappelle, au départ, ils étaient 5. Et finalement, tout ce qu'on retient, nous, c'est les 3 qu'on connaît. La bande à Fifi proposait cette année-là des sketchs à la télévision. Hey Makelele, hey, tu veux pas m'acheter des cacahuètes, des chouchous ou des pistaches? C'est bon Dorasso, laisse-moi tranquille là. Oh, t'es relou. Bon, Isidane, peut-être qu'il en voudra lui, où est-ce qu'il s'entraîne? Là-bas. Mais changeons rapidement de style et de format dès l'année suivante, en 2006, pour passer carrément en direct tous les soirs. Et dès 2007, soit un an après, il quitte l'émission pour se consacrer au théâtre, avec pour objectif de finir, dans le meilleur des cas, au cinéma. Allô Nicolas Nelka? Oui, c'est moi. Oui, bonjour, c'est Raymond Domenech à l'appareil. Je t'appelle pour te dire que finalement tu vas être sélectionné en équipe de France. C'est vrai. Ah, t'as raison, c'est pas vrai, t'es trop nul. Allez, Pires maintenant. Encore une fois, une trajectoire très similaire à celle des Inconnus, qui avait démarré chez Philippe Bouvard, qui ont triomphé au théâtre, et après le théâtre, quand on se sent un peu à l'étroit, qu'est-ce qu'on fait? On vise le grand écran. Mais ce n'est pas un inconnu, mais plutôt un nul, qui va les produire pour leur première pièce de théâtre, à savoir Dominique Farrugia. Vous, Simon, vous prenez la place du mort. Qui produira leur comédie, Qui a tué la mort. Ouais, c'était toi et Tarek en agent du CBI ou je sais pas quoi. D'accord. Et en fait, vous avez tué un mec qui est habillé en cigarette, le truc, j'ai rien compris. Qu'ils joueront du 1er octobre 2008 au 3 janvier 2009, soit à peine 3 mois seulement. J'ai l'impression qu'ils se lassent vite. Et comme le dirait Obi-Wan...
Après un retour à la télé sur W9, l'arrivée au cinéma se fait par l'intermédiaire de Rin Kérissi, notre Carlotta préférée dans OSS 117, Rio ne répond plus. Carlotta. Arrêtons cette mascarade. Et en 2013, elle est réalisatrice et interprète de son film Paris à tout prix, dans lequel elle fait jouer l'ensemble de sa troupe, Philippe Lachaud, mais surtout Tarek Boudali, qui jusque-là avait le droit à des seconds rôles, dans L'Arnaqueur par exemple, ou dans L'Italien. Tout comme Philippe Lachaud d'ailleurs, qui avait fait également une apparition dans L'Arnaqueur, qui jouait le petit ami au début du film, dont la mission de l'Arnaqueur était de le séparer de sa femme, qui elle voulait profiter de son séjour pour tout visiter, alors que lui ne voulait que rester près de la piscine à regarder les mannequins. Et autant on parlera de L'Arnaqueur un jour, parce que j'aime beaucoup ce film et que c'est un vrai sujet, autant j'avais pas du tout relevé ces acteurs-là que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Même quand j'ai vu L'Arnaqueur, pour moi la bande à Fifi ça ne me parlait pas. C'est durant le tournage de Paris à tout prix que Philippe Lachaud rencontre Nicolas Benamou, futur réalisateur de À fond, et ce dernier était superviseur artistique sur ce film, comme il l'avait été sur Les Caïras de Franck Gastambide. Et ils échangent tous les deux sur une idée de Philippe Lachaud, qui s'était inspiré par le film Le Jouet de Francis Weber, pour raconter l'histoire entre un babysitter et un enfant difficile, pour y gâter, mais au final touchant. Et cette histoire, Philippe Lachaud l'avait commencé avec la bande à Fifi depuis 2010. Mais ils l'ont écrit un peu chacun son tour, chacun un tout petit peu, c'était pas en continu, c'est pour ça que ça a pris pas mal de temps. Le Jouet de Francis Weber, certes, mais avec une modernisation à l'américaine, via un procédé qui n'existe donc pas dans la comédie française, voire pas dans la comédie tout court, à savoir le found footage, procédé utilisé dans les films d'horreur, notamment via le projet Blair Witch ou les Paranormal Activity, à savoir qu'une partie ou que la totalité des images du film sont présentées comme s'ils avaient été enregistrés par les personnages de l'histoire eux-mêmes, pour un rendu en apparence plus amateur, plus proche des événements, ce qui renforçait le côté effrayant en y apportant du réalisme. Certes, ça pouvait faire plus peur, mais c'était surtout idéal pour avoir un film moins cher à produire qui demandait quand même beaucoup moins de matériel. Même si ça voulait pas dire qu'on tournait ces films-là avec le téléphone portable ou avec, à l'époque, ce genre de caméra-là. Non, malgré l'apparence d'un film amateur dans la partie found footage, a été tourné avec des vraies caméras. Ce procédé sera donc utilisé pour les biens du film, mais pour accentuer son côté comique également, avec non seulement cette impression de deux films en un, avec d'une part les spectateurs qui regarderont les faits en direct devant leur télé, et nous qui regarderons leur réaction en direct. Mais cela contribuera également à nous attacher aux personnages plus que jamais, brisant en quelque sorte le quatrième mur en nous embarquant au plus près d'eux durant leurs aventures, comme si cette partie-là n'était pas un film, mais une véritable soirée passée auprès d'eux. En tout cas, tant que la caméra mobile était présente. Honnêtement, je vais spoiler un peu sur mon avis, mais je trouve ce concept absolument génial. Il y a un potentiel comique énorme, non seulement parce qu'on est en direct avec eux sans vraiment un réel montage, c'est même d'ailleurs des séquences qui sont compliquées parce que ça ne coupe jamais, on en parlera mais c'est très compliqué à mettre en boîte, alors qu'en apparence on a l'impression qu'ils ont filmé ça à l'arrache dans une vraie soirée qu'ils auraient passé ensemble, mais pas du tout. Et c'est surtout intéressant de par le choix qui a été fait de faire le film moitié-moitié, 50-50, avec un film classique en apparence, et ce film qui regarde le film qu'on veut voir, le film en direct, avec des sacrées interactions entre eux, entre les personnages qui ont été filmés et ceux qui regardent, et nous qui les regardons. C'est ultra puissant. Que mon père vienne me voir jouer au foot. Moi non plus, j'aime pas le foot. Et encore une fois, ma grand-mère, ma mère, mes sœurs, même mes nièces, même ma petite nièce de l'époque, enfin de l'époque il est toujours, mais qui à l'époque avait 7 ans, Olivia, avait regardé ce film avec nous, alors qu'elle est un petit peu juste, et elle avait été très amusée par la scène où Philippe Lachaud, Franck dans le film, se fait prendre des coups de cul. C'était vraiment un petit peu jeune pour que tu vois ça, Olivia. Coucou au passage. Ça va, c'est pour rigoler. Me dis pas que t'as pas kiffé, hein. Kiffé quoi? Me faire mettre KO par un cul que je connais même pas en plus? Et même des amis proches qui n'étaient pas très comédie française et qui étaient sceptiques quand je leur disais qu'il fallait que je leur montre ce film absolument, mais ils étaient sceptiques et dans la première partie du film, qui est assez classique, ils arrêtaient pas de me dire « Oh bah on a déjà vu ça Nico !» Dès qu'il y avait le perroquet par exemple qui se suicide tout seul. Où est-ce qu'il va? À chaque fois ça marche sur tout le monde, même sur les grincheux, même sur les 1% de grincheux qui sont parfois sur cette chaîne, il est impossible de ne pas rire au moins une fois, voire 2, voire 3, voire 10 fois dans Babysitting. Fais vite, faut pas que Franck le voie. T'as quelque chose dans ton slip? T'es malade, ça pue grave. Mais on s'en fout, il est mort, il peut plus rien sentir. Ou alors vous êtes vraiment de très mauvaise foi. Pour financer son projet, Philippe Lachaud va devoir taper à plusieurs portes. Le film sera coproduit par plusieurs petites sociétés de production,
aidé sans doute par le succès du projet X un an auparavant, avec l'idée d'essayer de faire au moins la même chose, avec les moyens du cinéma français bien évidemment. Du coup, c'est vrai que nous, on avait déjà écrit le truc, et quand on a vu la bande-annonce pour la première fois de Projet X, forcément, on était un peu inquiétés en se disant, oula, on espère que ça va pas... Enfin, que ça va pas poser problème à notre film. Du coup, on était les premiers à acheter nos billets pour aller voir le film à quoi ça ressemblait, parce qu'on était un peu flippés quand même. Et au final, on s'est rendu compte que, t'as vu le film, que c'est quand même très différent. C'est-à-dire, c'est proche parce que c'est une fête. Enfin, il y a un moment de fête filmé avec une caméra amateur, mais au final, le film raconte vraiment beaucoup d'autres choses. Et au final, peut-être que si Projet X n'avait pas été fait avant et n'avait pas rencontré ce succès, peut-être qu'au niveau du financement, peut-être les gens ne nous auraient pas fait confiance, et parce que tu sais comment ça marche, souvent il faut qu'il y ait un truc qui marche pour que derrière on fasse confiance. Du coup on se dit qu'au final Projet X c'est un mal pour un bien, c'est à dire que plein de gens évidemment nous disent oui Projet X, mais au final on se dit bah tant mieux Projet X, parce que s'il n'y avait pas eu, ça se trouve Baby Sting n'aurait pas existé. Même la banque postale, qui est mon véritable métier, pas ce que je fais là, a participé à l'époque, et c'est pour te dire que si même nous, la Poste, on a participé au film, c'est vraiment que ça devait être difficile de trouver des fonds. Ça se passait pas si mal. Ami, un détail près. Bonsoir, et oui, ce soir est un grand soir, puisque nous sommes venus souhaiter un joyeux anniversaire à notre pote, Franck. Surprise! Mais vous êtes malade ou quoi? On est chez mon patron, vous voulez que je me fasse virer ou quoi? Il y a le petit quai dans sa chambre. Mais c'est quoi ça? Bah, un somnifère. Il était complètement taré, toi. J'espère que ça va bien se passer. Là, il en a jusqu'à demain. T'inquiète, je le connais bien, c'est un type sérieux. À peine 3,6 millions de budget, c'est ridicule. À se demander comment ils ont pu engager Gérard Jugnot, un colosse, un pilier de notre cinéma. Et bah l'histoire autour de ça est plutôt assez drôle. Je vous la raconte. Philippe Lachaud envisageait pour le rôle du père de famille et directeur des éditions Chaudel Didier Bourdon au préalable, mais ce dernier était pris par le tournage des Trois Frères le Retour. Il pense alors à Gérard Jugnot, mais il ne sait pas du tout comment lui proposer le projet. Il n'a aucun contact direct avec lui. Et c'est alors qu'il décide d'écrire à son fils Arthur Jugnot, qu'il avait rencontré à une soirée, via son Facebook afin de lui demander de transmettre cette demande à son père. Ne croyant pas du tout en une réponse positive, il recevra un mail de la part de Gérard Jugnot une semaine après. De tout le monde, ça a été facile de le convaincre de tourner dans ce film qui est un film plutôt différent quand même de ce qu'il fait d'habitude. Ça a été plus difficile de lui faire lire, de le trouver, que lui faire accepter, parce que une fois qu'il a lu, après c'était facile, il est venu très vite, mais pour le trouver, en fait, on n'arrivait pas à le contacter, du coup ça s'est fait par Facebook. Ouais, on allait chercher j'avais déjà croisé son fils dans des soirées, et du coup j'étais allé chercher sur Facebook Arthur Jugnot pour lui parler de son papa, et c'est lui qui nous a donné le contact, et c'est comme ça qu'on a envoyé le scénario, mais vraiment, comme ça. Et une semaine et demie après, on avait une réponse comme quoi il nous disait que voilà, il voulait nous rencontrer. Ça s'est fait très vite après. On était comme des oufs. Comme des oufs que Gérard il aime notre film, qui viennent avec nous. C'était extraordinaire pour nous. Ça me rappelle l'histoire autour de Taxi 5, une vidéo qui malheureusement a été coupée par YouTube, je ne sais pas comment je vais réussir à la récupérer, je suis désolé, j'espère qu'un maximum d'entre vous l'avez vu. Mais Franck Gastambide, que je salue parce qu'il nous regarde parfois, avait vraiment tenté l'audace en écrivant à Luc Besson pour proposer son Taxi 5, en passant par Instagram. Comme quoi parfois l'audace, ça paye. Est-ce que s'il vous plaît en attendant vous pourriez virer tout le monde? Aucun problème, Franck. Pas de souci. On gère. C'est quoi ce bordel? Et ça, c'était que le début. Les gars, c'est Rémi! Ah ouais, c'est Rémi! Ah ouais, c'est Rémi! Rémi! Yep. Pardon, monsieur. Le truc de malade! Quoi, on a les pics cocu? Et pour arrêter de parler d'argent, même Philippe Lachaud, qui était scénariste, qui était co-réalisateur et acteur principal de son propre film, ne s'est payé que 40 000 € en tout. C'est vraiment pas grand-chose. Pour le rôle de Sonia, il était prévu de faire tourner Kim Kéressi, étant donné qu'ils travaillaient ensemble depuis 2005. Mais cette dernière exige une réécriture de son personnage si elle devait y participer. Elle ne s'engage donc pas à le faire, et c'est à 3 semaines du tournage qu'elle apprend de la bouche de Philippe Lachaud qu'elle ne jouera pas dans le film et qu'il l'a remplacée par Alice David. Et à chaque fois, je trouvais que Philippe, il m'écrivait pas des rôles assez intéressants. C'était la meuf, tu vois, et qu'il n'y avait pas assez de choses à jouer. Et je lis Babysitting et je lui dis, ouais, non, j'en ai marre de faire la meuf. C'était pour jouer le rôle d'Alice David. J'en ai marre de jouer la meuf, tu m'écris un rôle à la hauteur et tout. Et puis bon, bah, il fait ce qu'il peut, tu vois, mais c'est pas suffisant pour moi. Et puis, je sais pas pourquoi, ce jour-là, je suis soupolée. Et je lui dis, je le fais pas ton film, j'ai pas me griller pour toi. J'ose dire ça à Philippe. Hein. On est à 3 semaines du tournage, donc Philippe, il flippe. Il engage Alice David. Moi, je lui parle pas pendant 2 jours. Ça lui fera les pieds. Qu'il m'écrive pas un rôle à la hauteur. Puis 2 jours après, tu vois, je fais, bon alors,
Il me dit quoi alors? Je fais bon, t'as réécrit? Il me dit mais je t'ai remplacé, tu le fais pas le film, tu m'as dit que tu le faisais pas. Hein? Comment ça je le fais pas? Mais bien sûr je le fais. Il me dit bah non, tu le fais pas, non. Je dis mais bien sûr je le fais, ça veut dire quoi je le fais pas? Ça fait 20 ans, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Comment ça je le fais pas le film? Il me dit bah là, les producteurs ils m'ont dit de choisir une autre actrice, j'ai choisi Alice David, je dis mais tu la vires? Il me dit Rim, je peux pas. Universal est au courant, maintenant c'est trop tard. Évidemment, le film était extraordinaire. Moi, j'étais ultra heureuse pour Philippe. Mais ça m'a ramené à voilà ce que tu as fait en étant la plus grosse conne de la Terre. Et encore aujourd'hui, on en parle avec Philippe. Et encore aujourd'hui, je suis traumatisée de ce jour où j'ai été soupolée. Pour jouer le petit Rémi, c'était plus facile. Le casting a été ultra rapide. Philippe Lachaud ayant eu le coup de cœur pour le petit Enzo. Ça s'est fait vite, c'est-à-dire qu'on l'a vu, il était plein d'énergie, il nous a bluffé, il a même réussi à faire sortir les larmes dès le premier rendez-vous. Parce que le petit garçon est très turbulent dans le film, mais après, sans tout dire, il devient assez touchant. Et concernant le rôle du voisin des Chaudel, Philippe Lachaud souhaitait engager son propre père au départ, qui n'est pas comédien mais qui était proche physiquement du personnage du dessin animé là-haut. Mais c'est face au danger réel de la prise de vue lors du fauteuil qui sera soulevé par des ballons à la fin du film que Philippe Lachaud choisira d'engager plutôt un comédien. Oh là là! Vas-y, tire, Rémi, tire! Le truc le plus ouf que j'ai jamais filmé. Oh, là, Et qui dit tournage à petit, voire à très petit budget, dit également tournage court. Tourné en à peine 34 jours dans des décors naturels, que ce soit dans la maison des Chaudel, véritable maison existante empruntée par la production dans la ville du Vésinet dans les Yvelines, ou bien la fête des loges utilisée dans le cadre de la deuxième partie du film. Mais ça c'est mort, t'es trop petit pour faire ça, laisse tomber. Non, c'est bon, si la compagnie peut le faire. C'est bien ce que je dis, tu peux pas le faire. Lors du premier jour du tournage, Gérard Jugnot demande tout de même où il pouvait trouver sa loge. Sauf que loge, il n'y avait pas. Ce que Gérard Jugnot prendra avec le sourire, se servant de sa propre voiture entre les prises pour s'allonger et pouvoir se reposer. C'est un peu à l'image de Gérard Jugnot sur Babysitting 1. C'est-à-dire que Gérard, déjà à l'époque on n'était pas du tout connu, encore moins dans le cinéma, et à l'image de Gérard, il est venu au coup de cœur, parce que c'est pas avec ce film qu'il allait gagner énormément d'argent, parce que le film était à petit budget. Il est venu vraiment en mode coup de cœur, il aimait bien le projet, le script, etc. Donc c'est un peu à son image, c'est toutes ces personnes-là qui viennent sur nos tournages. C'est comme si elles nous faisaient un cadeau, parce que elles adhèrent à notre humour maintenant, et puis elles nous aiment bien, et elles aiment nos scénarios, et donc elles viennent au coup de cœur à chaque fois. Je me souviens juste du premier jour de Gérard, quand même, c'était mignon, parce que premier jour de tournage, nous on impressionnait Gérard Jugnot sur le plateau, il dit bon bah je vais aller me reposer entre deux prises, où est ma loge? Et là, tout le monde se regarde très gêné. On dit, bah, Gérard, il y a pas de loge. Et donc, il partait dormir dans sa voiture, enfin, se reposer dans sa voiture. Et il avait une très belle phrase. Il a dit, il y a peut-être pas d'argent sur ce film, mais il y a l'essentiel. Mais qui dit principe du found footage ne veut pas dire forcément que tout est filmé à l'arrache, avec une GoPro ou avec une caméra amateur, voire même un téléphone portable. La caméra que l'on voit au début du film, qui sera tenue par le personnage d'Alex, joué par Julien Arruti, n'est pas celle utilisée pour les prises de vue. Ce n'est d'ailleurs même pas lui qui tient la caméra durant toutes les péripéties du film, comme on pourrait le penser. Il s'agissait en fait d'une vraie caméra, tenue par un chef opérateur, et l'image sera volontairement dégradée afin de simuler une caméra amateur en post-production. Les seules caméras dites amateurs qui seront utilisées dans le film seront les GoPro embarquées dans les attractions lors des scènes de la fête foraine. Et c'est le point fort du film, c'est qu'on n'a jamais l'impression qu'ils sont vraiment en train de tourner un film et qu'il y a un gros boulot derrière. C'est un bordel ultra organisé, alors qu'on a l'impression qu'ils ont juste passé une soirée à la fête foraine et une soirée à la maison en train de faire la fête et que ça a été tourné en 2 jours, avec une caméra qui se promenait dans une fête réelle, avec des vraies personnes qui dansaient, alors que c'était des comédiens ou des figurants. Ah, c'est incroyable, tu ressembles au petit vieux du dessin animé, c'est comment déjà? Ah oui, c'est là-haut. Franchement, chapeau, moi j'y vois que du feu. On a envie de faire part au délire, mais est-ce qu'à tourner c'est pareil? Bah forcément c'est un peu moins rigolo qu'à voir parce que quand même au travail quand même. En fait c'est un travail parce qu'on essaye de bien le faire. Mais sinon c'est pas vraiment un travail. On s'est vraiment tous très bien entendus, mais je pense qu'on s'est aussi très bien entendus parce qu'on a le mode de tournage du found footage fait qu'on fait que des plans séquences, et donc du coup on travaille beaucoup et on compte beaucoup les uns sur les autres. Donc le fait de devoir compter beaucoup les uns sur les autres fait que aussi, voilà, tout de suite, si on s'entend bien au départ, ça crée une vraie famille. Pourtant, la sortie du film est sortie dans une campagne promotionnelle pourtant assez limitée faute de budget. Il y a qu'à voir où j'ai trouvé mes sources pour me documenter pour la vidéo, mais ce sont vraiment des vidéos amateurs tournées dans des petites radios locales. Donc on va faire un found footage. Un
found footage. Found. Yeah, found footage. En français, c'est plan en séquence. Non, mais... ah, ça n'a rien à voir. C'est ultra mignon, mais il y a vraiment que chez Ruquier où ils sont passés dans une émission de télé médiatisée. Pour le reste, on n'a pas vu la bande à Fifi partout promouvoir leur film, parce que c'était qu'un petit film qui ne visait pas grand-chose, surtout comparé à qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. En effet, Philippe Lachaud et son équipe ne comptaient que sur 500 000 entrées maximum pour estimer que le film était un succès, de quoi en tout cas rentabiliser les 3,5 millions de budget et envisager un autre film. Et l'exploitation du film permettra au final de multiplier par 7 le budget initial, le rendant ultra rentable. En termes de ratio, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu a coûté, lui, 12 millions. Il en a rapporté 78. Donc si on analyse bien, les deux films ont la même réussite si on prend en compte les deux budgets de départ. Et pour vous dire à quel point ce film a vraiment fait l'unanimité, même auprès des chiants, chez Ruquier justement, où le film est passé à la moulinette par les chroniqueurs ultra gauchistes et ultra relous, dont Aymeric Caron ou Natacha Polony. Pour le coup, j'adore son avis parce que je trouve que c'est ce que beaucoup de monde a ressenti. Au début, j'ai craint beaucoup parce que ça commence comme une comédie ultra classique où évidemment le gosse de riche est pénible. Je vais vous laisser l'écouter, mais je trouve que pour le coup, elle percute plutôt bien sur ce qui a vraiment fonctionné dans ce film-là. C'est pour vous dire à quel point ce film a mis tout le monde d'accord. Très très rapidement, ça se met à déraper et là on entre dans quelque chose qui en plus est extrêmement bien construit parce que évidemment vous jouez sur les anticipations, mais d'ailleurs comme dans tout roman, dans tout film, c'est-à-dire vous nous montrez les éléments qui sont dans cette maison et dont on sait qu'il va leur arriver un malheur parce que vous nous les montrez avec insistance pour bien nous faire anticiper et du coup évidemment le spectateur est là en train d'attendre ce qui va arriver à l'assiette et au perroquet en se disant il y a un moment il va arriver quelque chose et tout ça est extrêmement, les allers-retours entre les scènes filmées en caméra et les scènes censées être réelles sont extrêmement bien faits. Bon, c'est un film très drôle et qui dépasse de beaucoup un propos en effet sur qui est un peu convenu sur cet enfant qui attend l'attention de son père, c'est la partie sentimentale du film. Qui est assez classique. On s'en fiche, c'est pas ça qui est drôle. Ce qui est drôle, c'est la course en cartes. Ce qui est drôle, c'est l'allusion à Là-haut, ce film magnifique de Pixar, ce film où une maison s'envole avec des ballons. C'est génial d'avoir eu cette idée. Scène. Maintenant, on va parler de ce que moi j'ai pensé du film pour ceux que ça intéresse parmi vous. On est parti. Franchement, j'applaudis, parce que dans la salle de cinéma où j'étais, on était très peu nombreux, j'ai aussi applaudi plusieurs fois pendant le film. Notamment dans la scène du kart, hommage à Mario Kart, j'étais comme un gosse, et aussi le vieux qui s'envole avec les ballons comme dans Là-haut. C'est fini maintenant les conneries. Et toi arrête de rire. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a un problème là. Oui, il y a un problème, c'est vous le problème. Là, on dirait vraiment le mec de Là-haut là. Descendez-moi. C'est quoi le délire ? C'est des moments où tu sens tellement bien et tellement dedans que tu te dis, waouh, il y a tout qui passe. Ils pouvaient tout se permettre et t'as l'impression que tout est possible dans ce film-là. Ce qui est ultra jubilatoire. Voilà. Après, s'il faut vraiment analyser le film dans les détails, je dirais d'abord qu'il y a une écriture des personnages qui est ciselée, qui est parfaite. Par exemple, Franck, joué par Lachaud, le personnage principal, est un pur avatar de nous-mêmes. Tout est fait pour qu'on s'identifie à lui. Vas-y, laisse-nous rentrer, t'es en train de tout gâcher là. Mais gâcher quoi? Je dois m'occuper du petit, je vous dis. Parce que tu crois qu'on n'a pas pensé à tout? Tadam. Mais c'est quoi ça? Bah, un somnifère. Mais t'es complètement taré, toi. Pourquoi pas des extras entiers? Parce que du coup, on peut pas le blâmer. On comprend pourquoi il fait cette soirée babysitting, parce qu'on a une promo à la clé le lendemain si jamais il fait son boulot. J'ai besoin que vous gardiez mon fils. Ah, bah ça va être compliqué parce que moi ce soir c'est mon anniversaire. François, ça vous dirait de me montrer vos dessins lundi matin? On comprend comment il essaie de gérer ses amis au maximum qu'il avait vraiment pas invités, comment il essaie de sauver l'intérêt de ce gosse, comment il essaie de tout faire pour le ramener indemne à ses parents. T'arrêtes ça tout de suite, allez viens. Au secours, c'est les pénaltys. Non, ça va, tout va bien, ça va. Je te lâche maintenant, il rigole, hein, il rigole. Toutes ces réactions sont crédibles, même quand le gosse lui subtilise son téléphone pour envoyer des messages de cul. Oh, le petit con. Il a envoyé un message groupé à toutes les meufs de mon répertoire. Et c'est quoi le message? À toutes les nanas de son répertoire, et que la première nana qui répond, qui appelle, c'est sa mère. Ah, il y a quelqu'un qui est intéressé apparemment. Franchement, faut vraiment être aigri ou mauvaise langue ou de mauvaise foi pour dire que c'est pas bon, quoi. Et même le trio fonctionne bien. Un personnage tel que Alex, joué par Julien Arruti, si jamais tu l'introduis pas bien, il peut énerver parce que tu te dis que c'est pas possible d'être aussi con. Je vous vois pas! Je vous vois pas!
Non mais je vous vois pas moi, je vous vois pas. Et pourtant, quand tu vois que la première chose que tu vois de lui dans le film, c'est cette photo-là... Lui, c'est Alex, le mec le plus gentil que je connaisse, mais aussi le plus con. Il bosse comme coursier. Bah tu te dis ok, à partir de là, le mec il plonge dans une piscine sans eau, il a dû se faire mal, il a dû se prêter 2 bras. Tout est possible à partir de là. C'est pas grave s'il comprend jamais rien et qu'il dit tout à côté. Ah, c'est bon, elle est pas cassée. Bon, c'est sûr, c'est impressionnant vu comme ça, mais franchement, je crois pas que ce soit grand-chose. Hein. C'est comme quand on regarde les Charlots, on en a parlé, mais c'est se mettre au niveau. C'est important de bien introduire un film pour se dire ok, ce personnage-là il est con dès le début, donc c'est normal qu'il soit con tout le film. C'est pas comme si en cours de route il changeait, c'est pas comme un Papy fait de la résistance ou comme Le Cerveau, où on me reproche souvent de pas aimer ces films-là, alors que c'est censé faire l'unanimité, pas avec moi. Moi je déteste les films qui changent en cours de route parce qu'ils savent pas ce qu'ils font depuis le départ. Là au moins, ce personnage-là il est con, mais on le sait, dès la première seconde du film. J'ai eu aussi le coup de cœur pour le personnage d'Alice David, et je dis bien le personnage, j'ai flashé sur elle parce que je la trouve mignonne. Bon anniversaire. Sonia. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle aussi? C'est qui? Mais son personnage est super bien écrit, parce que ce n'est pas qu'une faire-valoir. Elle a un côté un peu mec en elle, dans le bon sens du terme, à savoir qu'elle a du répondant, elle est entourée que de mecs, mais elle s'intègre parfaitement à la soirée et aux amis de Franck. Ah là là, ça me rappelle trop de souvenirs d'être ici. L'époque où j'étais insouciant et con. T'es venu la semaine dernière? Bon, hé. Elle essaie de temporiser les excès des amis de Franck, elle essaie de valoriser Franck au maximum, alors que c'est pas facile pour lui. Tu leur as demandé quoi? Un truc qui va peut-être te redonner le sourire. Mais c'est quoi? Allez, viens. Non, je viens pas, non. Allez, viens chanter. Allez, lâche-toi. Ce personnage est ultra intéressant. Beaucoup moins dans la suite, malheureusement. Et c'est quoi tous ces mecs là? Il y a un parking dans le bois? Il y a un parking à quéquette, ouais. C'est le bois Saint-Germain, c'est rempli de prostituées, c'est connu. Et puis il faut qu'on parle d'Ernest, joué par Vincent Dezania. Ce personnage, lui aussi, dès que tu le vois un peu avec sa démarche un peu de canard, là, tu vois qu'il est à côté, il se trompe de prénom en parlant à Franck, en voulant le valoriser, il se trompe de prénom. Depuis le temps que Sonia me parle de toi, Sylvain par-ci, Sylvain par-là. Et qu'est-ce qu'il a fait Sylvain? Eh ben il a fait ça Sylvain. Et moi c'est Franck. Ce mec-là, Vincent, il le dit très bien, mais il essaie de marcher dans le même sens que les autres, mais il est toujours à côté de tout. Et s'il y en a un qui est aussi bon dans les deux, parce que je trouve que le deuxième babysitting n'a pas cette même fraîcheur, je trouve que lui, il l'a dans les deux. Hey les gars! Alors c'est quoi le programme? On a un Scrabble en bas, ça vous dit? On n'a pas le temps de jouer, nous on cherche un gosse. Ah Rémi? Et pour parler de l'écriture du film et de la mise en scène en elle-même, pareil, tout est très bien préparé. Tous les gags sont préparés de par ce simple principe du fusil de Tchekhov, où, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que si on montre un objet et qu'on insiste lourdement dessus, c'est parce que dans un autre moment du film, en général, plus tard si c'est bien fait, ça va avoir une utilité, comme le perroquet ou comme l'assiette. Votre assiette en porcelaine, par exemple. Franck m'a dit que vous y teniez beaucoup. Du coup, on l'a sauvée. Et certains pourraient dire, les grincheux, toujours le 1% de ceux qui n'ont pas aimé ce film-là, « Ah, mais c'est trop prévisible, on sait très bien que ça va se passer avec ça. » Non, c'est comme les films d'horreur. On sait que le tueur est là, on sait qu'on est dans la pièce en question, mais on ne sait jamais quand. De la part de Goldblum. On ne sait jamais quand ça va arriver. Et ce qui fait peur, c'est de savoir sans savoir quand. Et bien pour le rire, c'est pareil. Présenter cette assiette aussi lourdement, c'est s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose à un moment donné du film, où on va peut-être baisser sa garde. On va s'y préparer. Les bons gags, contrairement à ceux du cerveau, ce sont des gags qui se préparent à l'avance. Eh, regarde ce que j'ai trouvé dans le camion. Tu dois pas la livrer à quelqu'un? Bon, peut-être, mais tant qu'il la réclame pas. Exemple, le film tient sur le fait que Alex a une caméra. Il n'a pas toujours une caméra sur lui. Il l'a parce qu'il l'a chopée dans son boulot de livreur de colis, elle est tombée d'un paquet et il veut pas la rendre. C'est dit au début du film d'une façon anodine, mais c'est ultra important pour qu'on comprenne pourquoi ce mec-là a une caméra toujours sur lui. Eh, c'est la cousine de Sidney, le tueur. Salut merdeux. Le gag du spoil de Scream 4 pour savoir qui est le tueur, pour que Franck puisse casser en fait le film du gamin parce qu'il avait été un petit peu con avec lui. Tu regardes Scream 4? Et alors que ça peut te foutre? Si t'as pas d'amis, va sur Facebook. C'est pas que pour casser son délire, ça a un écho un petit peu plus tard, quand le gosse va bien lui rendre, à froid, parce que la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Je l'ai déjà vu. DiCaprio meurt à la fin. C'est bien simple, je ne jette rien dans ce film. Même le coup du tableau, où tout le monde dit « Ah, votre fils il parle bien alors que c'est la mère qui l'a fait », bon en gros c'est très moche quoi. Ils n'ont vraiment aucun respect, hein. Ils ont même bousillé le tableau du gosse. C'est pas le tableau du gosse! Merde!
Il y a des gags immédiats, il y a des gags qui se répètent, il y a des gags qui prennent le temps. Genre là, le com, il me ramène chez lui, normal, il me ken, tu vois, ça se passe bien. Attends, quitte pas maman. Il y a tous les rythmes qui sont excellents, ce qui fait qu'on ne voit pas le temps passer, et que le rythme, encore une fois, est à la virgule près. Est-ce que je peux te laisser seul 5 minutes parce que j'ai rendez-vous avec le patron? Bah manie-toi, je vais pas me taper tout le boulot toute seule. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Le flic joué par Philippe Duquesne, qui est génial avec ses remarques hyper glauques. Bah, j'étais sur une enquête. C'est génial de le voir, lui, se voir et faire style j'étais là en train d'enquêter. C'est ce concept, encore une fois, des échanges. C'est comme Le Cigare de Gérard Jugnot, qui filme quasiment durant toute la projection, où on se rend compte là, à la fin, dans un gag très bien placé. Mais t'es décroché toi, tu l'as trouvé où ça? Ah non, rigole! Non mais tu l'as trouvé où c'est là, dans la boîte à cigares, tout là! Ce qu'il fume depuis le début, il n'y a pas que du tabac là-dedans. Le film aurait été 100% en machin footage, j'ai plus envie de le dire, ça aurait pas été bon. Ce qui est génial, c'est qu'il y a un parti pris de faire moitié-moitié. Ce qui se passe tant qu'on est dans la caméra, c'est génial, mais tout ce qui se passe aussi en dehors et quand il le regarde en direct, encore une fois, c'est ça qui fait que le film, a un plus par rapport à tout ce qui peut exister à côté. Filme-toi. Oh la portière. La portière, putain. Oh. Ernest, ça va? Tiens, mais qu'est-ce que vous avez toujours me faire chier là? Il y a une justesse à peu près sur tous les niveaux. Même Franck est tellement impliqué dans ce qu'il essaye de faire pour s'en sortir que même les principaux concernés, les parents qui voient leur maison en ruine, arrivent pas vraiment à lui en vouloir parce que quelque part il ne veut que le bien de l'enfant et tout ce qui se passe dans cette soirée, encore une fois, il le subit. C'est vraiment notre avatar à nous. Et c'est même touchant de voir le père, ils se sont sentis obligés, et c'est très bien de mettre des instants émotion, parce que dans une vraie comédie il y a de l'émotion, bah de voir le père, voir son fils s'amuser comme jamais, même si ça a retourné toute la maison. Franchement, et on fait plus ça, je te jure, on fait plus ça. Ok. Oh, maintenant on fait quoi comme manège? Je sais pas, viens, on va voir. Avec des trucs de fou. Et de voir quelqu'un qui s'occupe bien de son fils mieux que lui ne le fait. On peut penser que c'est un peu cucu et un petit peu classique, mais dans les comédies, t'as pas besoin de toujours tout réinventer. Là, t'as réinventé un peu la forme, mais ce qui se passe dans le fond, c'est ce qu'on veut voir depuis toujours, et c'est ce qu'on verra pour toujours. Il n'y a pas besoin de se casser le cul pour bien écrire une comédie, il faut juste le faire sérieusement. Ce qui a été très bien fait, encore une fois, par la bande à Fifi. Lucie du 15e qui appelle son mari Doudou. Ernest! Ce qui veut pas dire que j'adore la bande à Fifi dans sa globalité. J'ai adoré ce babysitting, j'aime beaucoup le deuxième, même si le deuxième n'a pas la fraîcheur du premier, et surtout, dans le 2, t'as pas envie d'être à leur place, parce que du coup, ils sont tellement en galère à essayer de fuir les Indiens, à essayer de survivre. En fait, c'est presque un film de survie, c'est presque un mini-film d'horreur, le 2, alors que dans le 1, t'as juste envie de passer la soirée avec eux. Ce qui différencie le 1 du 2, à part quelques autres détails dont on parlera dans la vidéo qui concernera Babysitting 2, mais je pense que c'est ça. T'as kiffé toi? Mortel, on met ça quand tu veux. Mais j'ai pas aimé Alibi.com, j'ai pas voulu aller voir le 2, tellement l'abondance du 2 m'a laissé indifférent. J'ai adoré Nicky Larson par contre, je prête attention à ce que la bande à Fifi et Philippe Lachaud font, mais j'ai parfois l'impression, je peux me tromper, que maintenant ils font des films parce qu'ils ont l'argent pour le faire, plutôt que d'amener toujours une idée géniale comme le premier Babysitting. On a une chance inouïe, c'est qu'on enchaîne tout. C'est-à-dire qu'on a fait Babysitting 1, le film n'était même pas encore monté, qu'on a commencé à écrire le suivant, et ça a été comme ça pour tous les films. Et du coup, c'est génial parce qu'on s'arrête jamais, on écrit tout le temps, on se retrouve tout le temps, on tourne tout le temps ensemble, puis on se voit quand même très souvent aussi, hormis travail. C'est comme Les Inconnus, j'en reviens à eux, mais leur meilleur film, c'était leur premier, Les Trois Frères. Après, c'était moins bien de film en film. Est-ce que c'est pareil avec Philippe Lachaud? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas tenu longtemps sur Épouse-moi mon pote, j'ai pas tenu longtemps sur Super Héros malgré lui. Alors, le sujet m'intéressait, peut-être que je les regarderai en entier pour la chaîne et pour que je vous les présente, mais Babysitting 1, pour moi, c'est le meilleur de ceux que j'ai vus, ou de ceux que j'ai tenté de voir, de la bande à Fifi. Et c'était le premier. Par contre, lui, il ressemble à rien. Tu m'étonnes, on dirait Gollum. T'es un bâtard. Bah pourquoi? Bah ça se fait pas pour Gollum. Il drogue mon fils et en plus il se fout de ma gueule. Respect pour ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire sur Babysitting. J'adore ce mélange avec le Splendide, avec les Deschiens, avec la bande à Fifi, avec le Morning Live, avec bref. C'est vraiment toute une génération qui se rassemble, qui font connaissance, et la mayonnaise prend tellement bien. C'est pas de la triche qui se passe, hein. C'est du boulot, mais c'est pas de la triche. C'était une vraie famille derrière l'écran. Tu vois ce qu'il va leur faire, Gollum? Il va leur péter la gueule. Moi je suis Gollum. Moi je suis Gollum. C'est qui Gollum en fait?
C'était une vraie famille à l'écran. Ce genre de choses se voit. Et c'est ce qui fait que le 1, même si on a tous aimé le 2, le 1, je sais même pas pourquoi je l'ai pas mis en top 20 des comédies françaises. Mais je lui mettrais, parce qu'en ce moment je mets des notes, je lui mettrais un bon 16. Un bon 16-17 quoi. Tout ce qu'il fait, ça marche. En tout cas, c'est tout ce que j'avais envie de dire sur Babysitting, premier du nom. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Vous aviez l'air assez enthousiaste à l'idée qu'on parle enfin de ce film-là. Alors, il n'y a pas énormément d'infos que vous avez peut-être appris dans la vidéo parce qu'il n'y a pas de making-of. Tellement il n'y avait pas de moyens, ils ne se sont pas pris la tête. Donc j'ai vraiment dû gratter pour trouver des infos sympas. Le 2 est un peu plus fourni en infos, donc on en parlera une prochaine fois. Mais j'espère que malgré tout, la vidéo aura été instructive pour vous, que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, si vous êtes encore là, c'est que ça doit être le cas. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, pensez à le dire à YouTube. Vous mettez un like ou un j'aime, comme on dit en français, pour montrer que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire que vous êtes passé par là. Et puis si vous savez pas quoi dire, vous pouvez toujours dire ça. Coucou, c'est moi. Oh merde. Et ça ira très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.